j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour votre émission de santé qui porte le même nom, En pleine forme. Aujourd'hui, vous allez être bien dans votre tête avec notre coach libérateur de potentiel, bien dans son corps avec notre spécialiste en PNL et enfin bien dans sa bouche avec notre chirurgien dentiste. Bonjour à tous. Bonjour Myriam. Alors je vous présente David Gutmann, chirurgien Bonjour. dentiste, Manuel Kissoun, spécialiste en PNL, et enfin Thibaut Cabri qui est libérateur de potentiel. Et coach. On commence par prendre soin de sa bouche avec une question sur les caries et les taches. Comment éviter les caries et les taches sur les dents? Alors, il faut bien différencier caries et taches. Une carie peut entraîner une tache ne peut pas obligatoirement entraîner une carie. Qu'est-ce qu'une tache sur une dent, par exemple? Qu'est-ce qui entraîne une tache? La nicotine, quand on fume, ça peut faire des taches sur les dents. Le thé, quand on boit beaucoup de thé, ça peut faire des traces marron sur les dents. Le café également est connu pour entraîner des taches. Le thym, le vin, quand on boit beaucoup de vin, ça peut aussi entraîner des taches. Mais tout ce que je viens de citer n'entraîne pas du tout et obligatoirement des caries. Voilà. On peut avoir également du tartre. Le tartre, ça fait des taches un peu jaunes sur les dents. Tartre, taches de café, taches de nicotine, n'entraînent pas des caries. Comment régler ce problème-là? Il suffit d'aller chez le dentiste, faire un détartrage, un polissage. Le dentiste va enlever ces taches-là. On va retrouver des belles dents bien éclatantes. Une carie peut également entraîner des taches. Mais alors attention, on se dit souvent une carie entraîne une tache noire. Souvent, ce n'est pas vrai. Une carie, en tout cas en tant que praticien, une carie souvent est manifestée par une tache blanche au niveau d'une dent. Donc ça peut passer totalement Donc inaperçu. ça peut passer, hein. voilà, totalement inaperçu. Quand en tant que praticien, on voit chez un patient une tache, mais vraiment blanchâtre, on va dire un peu comme du lait, c'est signe d'une grosse carie sous la dent. La personne lambda, le patient, ne le voit pas obligatoirement. Nous, en tant que praticien, voilà, on peut le déceler. Donc il ne faut pas se dire une tache, c'est toujours marron, c'est pas beau. Voilà, une tache, ça peut être aussi une tache blanche sur une dent, ce qui peut être un signe de carie. Alors évidemment, là, ce n'est pas juste un détartrage qui suffira. On va chez le dentiste soigne les caries, et cette tache plus ou moins claire disparaîtra. Donc il faut bien différencier les taches esthétiques, on va dire, et les taches plutôt pathologiques comme des caries ou des infections. Une infection, un abcès également, peut se manifester par certaines taches. Également au niveau de la gencive, on se dit tout le temps que ce sont les dents qui possèdent des taches. Un abcès, un kyste peut entraîner une tache un peu sombre au niveau de la gencive. Donc au niveau pathologique, ne pas hésiter à aller chez le dentiste dès que l'on décèle quelque chose qui n'est pas normal, que l'on a l'impression qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans sa bouche. En prévention des taches, on va éviter tous ces aliments qui vont colorer les dents, le thym, le café, Bien sûr. la cigarette. Bien sûr. Quels autres conseils de prévention vous pouvez nous donner? Le seul conseil, c'est d'aller chez son dentiste 2 fois par an. Personne n'est parfait. Oui, vous voulez vous remplir sauf les vous, poches, Myriam, on a bien sûr, compris. sauf vous, Myriam, vous êtes parfaite. Mais personne n'est parfait. Il faut vivre aussi. Voilà, on peut boire du café, on peut faire certaines choses. On ne va pas ne pas vivre Pas juste. fumer, Voilà. on vous déconseille de fumer. En tant que médecin, bien sûr que je déconseille de fumer. Mais il faut aussi vivre. Donc moi, je vais vous dire une chose. Vivez normalement, dans certaines mesures. Et dès que l'on constate au niveau de sa bouche quelque chose qui est inesthétique, on va chez son dentiste. Un détartrage, ça n'abîme pas les dents, contrairement à ce que beaucoup de patients pensent, et ça permet de redonner un bon éclat aux dents. Donc vivre normalement et aller chez son dentiste 2 à 3 fois par an. Grâce à vous, nous avons maintenant de belles dents. On veut une belle peau qui va avec. Et notre spécialiste en PNL va nous donner quelques conseils pour l'acné. Pour l'acné. L'acné, c'est vrai que c'est pas toujours agréable d'avoir une peau dont on n'est pas fier, surtout à un certain âge, à l'âge de l'adolescence où on cherche à avoir une identité, à avoir une image qui est mise en avant, qui est reconnue, qui est valorisée. En tout cas, l'hypnose va permettre de travailler, de modifier un petit peu la représentation qu'on a de nous-mêmes, la représentation qu'on se fait de l'acné. En PNL, on va utiliser un recadrage de manière à ce que ce garçon qui a ce problème d'acné se rende compte un petit peu de l'intention positive qu'il y a derrière ce qui lui arrive. Et rien qu'en changeant, en comprenant, en amenant une notion positive sur ce qui arrive, automatiquement, il regardera différemment l'acné. Même bien que l'hypnose puisse atténuer les effets, on ne va pas non plus aller contre nature. Il y a des étapes de vie qui mettent en avant ce genre de choses. L'important, c'est de comprendre ça et de l'accepter.
C'est vrai que Thibaut Cabri, qui est notre coach libérateur de potentiel, vous regarde d'un air assez dubitatif en se demandant mais pourquoi ce PNL parle d'acné alors qu'on s'attend à avoir un spécialiste en dermatologie? Eh bien Thibaut, je vais vous répondre par le simple fait que la personne qui nous a écrit aimerait savoir si l'hypnose ou la PNL peut les aider à gérer ça. Et c'est vrai que l'acné en général c'est d'origine dermatologique, c'est un problème de peau, mais quel est le lien avec la psychologie? Parce que notre inconscient peut nous amener à faire des choses encore insoupçonnées jusque-là. Parce qu'en dermato, en chirurgie, on utilise l'hypnose pour faciliter le traitement des problèmes de peau, pour même ralentir le vieillissement des fois, on utilise l'hypnose. Parce qu'effectivement, l'inconscient a cette faculté de pouvoir modifier, accélérer le temps, s'exprimer les choses. Exactement. Et surtout que parfois, on peut faire des réactions à certaines expériences de la vie qui vont se manifester par des problèmes de peau. Et du coup, on va pouvoir travailler sur ces réactions de la vie avec l'inconscient et recadrer un petit peu ces expériences qui font que notre peau s'exprime, cette somatisation qu'on peut faire à certains moments, hormis l'aspect normal du développement de l'adolescent. On le voit avec toutes les maladies psychosomatiques, que notre subconscient, notre esprit a un effet direct sur les maladies et sur notre corps. Aujourd'hui, vous savez que notre subconscient, notre esprit peut avoir un effet sur notre peau et grâce à vous, on peut gérer des problèmes d'acné. C'est tout à fait surprenant. Pas forcément grâce à moi, mais grâce à l'hypnose. Bon, grâce à vous, parce que c'est vous qui êtes là aujourd'hui sur le plateau. Grâce à l'inconscient de tout un chacun, parce qu'on part du principe que de toute façon, chacun a toutes les ressources en lui, parce que l'inconscient est un réservoir de ressources. Et ce sont toutes ces ressources qu'on va utiliser pour pouvoir régler ces problèmes somatiques. Aujourd'hui, on dit stop à l'acné, on dit stop aux problèmes psychosomatiques. Et notre coach va nous apprendre à dire stop justement, parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à dire stop. Je vous lis la question de la téléspectatrice, peut-être, pour vous aider. Alors bonjour, je m'appelle Caroline. Il me semble que j'ai du mal à me faire respecter dans mes relations. Mon mari, mes amis et mon patron me demandent trop de choses. La pauvre Caroline, j'ai du mal à prendre du temps pour moi et elle veut sortir de ce cercle vicieux et dire stop. Ah ouais, ça c'est sûr que dire stop, c'est savoir se positionner. Alors souvent, c'est s'affirmer. S'affirmer. Boum, stop. Non, ça c'est mon espace. Et souvent, on a du mal à le faire parce qu'on a peur de blesser son conjoint, son ami. Dans les entreprises, c'est pas toujours facile. Ça demande un peu de savoir-faire et ça demande un peu de connaissance de soi. De connaissance de soi parce qu'il y a un moment où on n'a plus d'espace. Et si on n'a plus d'espace et qu'on dit toujours oui, les autres vont empiéter un petit peu sur nous. Donc il faut savoir mettre des limites et dire stop. Et il faut savoir aussi prendre du temps pour soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le temps donner aux autres. Il faut aussi d'abord se donner à soi et pour pouvoir mieux d'ailleurs donner aux autres après. Mais c'est toujours un équilibre entre ce qu'on donne à l'autre et ce qu'on se donne à soi. Il y a un adage qui me vient en tête qui est trop bon, trop con, tout simplement. Ouais, ça c'est. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non, mais pas pour être méchant. On dit toujours dire oui, dire oui. Il faut savoir dire non juste pour se respecter. En fait, respecter son écologie. Il y a des moments où on peut pas faire tout ce que nous demande notre environnement. Parce que sinon, on se perd aussi. On se perd dans la relation, on se perd dans son travail, on se perd dans son couple. Donc, il faut savoir parfois dire voilà, ça, c'est mon espace. Justement, Caroline se sent perdue. Est-ce que c'est plus un problème de femme qu'un problème d'homme ou peu importe? Ouais, je pense que c'est plus un problème de femme parce que les femmes ont tendance à beaucoup donner. Les hommes ont tendance. C'est pas qu'ils savent se positionner, mais ils savent se rentrer dans leur caverne de temps en temps. Peut-être que les hommes sont plus égoïstes que les femmes et qu'on est très affectueuses et qu'on a l'instinct maternel. Exactement, exactement. Vous avez, on a je pense qu'il y a deux apprentissages différents. Manuel, vous pouvez intervenir? Bien sûr, parce que j'entends les hommes sont plus égoïstes que les femmes. C'est une forme d'égoïsme aussi que la femme met en avant, parce que finalement, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? C'est qu'elle pense plus à l'autre qu'à elle-même. Donc c'est aussi une forme d'égoïsme. Est-ce que c'est un problème de sexe? Je ne suis pas de cet avis-là. Il s'avère que c'est vrai que c'est plus un problème d'éducation, de personnalité, où je rejoins Thibaut, où c'est vrai que ce sont des personnes qui finalement ne savent pas où sont leurs limites. Donc ne sachant pas où sont nos limites, comment l'environnement peut savoir où sont nos limites? Donc c'est plus cet axe-là qu'on va travailler, que ce soit en coaching ou avec d'autres outils, pour que ces personnes-là prennent conscience de qui elles sont et qu'elles puissent inconsciemment montrer à l'environnement, hop là, tu empiètes dans un champ qui est le mien. Et pour continuer, au-delà de savoir qui on est, c'est quel est mon besoin. Parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas leurs besoins
Et quand on ne connaît pas son besoin, on ne va pas pouvoir déjà se nourrir soi-même ou le combler soi-même. Tout à fait. Et puis finalement, chercher à combler le besoin de l'autre constamment, sans savoir dire non, c'est pas rendre service à l'autre non plus. C'est vrai. Il y a peut-être aussi une carence, une recherche, une carence affective, Tout à fait. en répondant sans cesse aux besoins de l'autre. Bien sûr. On recherche aussi de la On reconnaissance. cherche indirectement à combler un besoin chez soi. Ça, c'est vrai. Et quel conseil pragmatique on peut donner à Caroline, parce qu'elle ne va pas changer du jour au lendemain, elle a toujours été comme ça. Caroline, si vous m'écoutez, donc la première chose par exemple, c'est de prendre du temps pour vous. Concrètement, ça veut dire que de temps en temps, si vous n'avez pas envie de faire les choses, si vous n'avez pas envie de sortir avec votre conjoint, vos amis ou vos enfants, vous prenez 1 heure pour vous. Vous allez faire du shopping, du sport, ce qui vous plaît. Voilà. Ça, c'est concrètement dire non. Avec son patron, ça peut être parfois se positionner et dire je finis ce dossier et après on ira sur quelque chose d'autre. Je peux pas, là je suis au maximum de ce que je peux faire et si je vais prendre trop de choses, je vais mal les faire. Donc dire non à son patron. Avec ses enfants aussi, par exemple, ça peut être dire non, voilà, maman, là elle ne peut pas donner du temps, elle a besoin aussi de s'occuper d'elle. Donc joue de ton côté, fais ce que tu as à faire, et maman elle va faire de son côté et après on se retrouvera pour le dîner, pour le week-end. Et on passera des bons moments et plus équilibrés. Eh bien, messieurs, je vais appliquer cette règle tout de suite et je vous dis stop. L'émission est terminée. Je vous retrouve très bientôt. Mais avant ça, je vous rappelle notre adresse qui est www.enpleineforme.net. Notez-la précieusement, je pense qu'elle peut vous servir. Et nous reviendrons très rapidement pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, on est là pour vous. À très bientôt.